Le blog top de Simone Rodin-Benzaken. Bonjour Simone. Bonjour. Et merci de nous rejoindre. Vous êtes la directrice Europe de l'IJC, l'American Jewish Committee. Un mot d'ordre peut-être sur le nucléaire iranien et cette déclaration, non pas surprenante, mais remarquable parce que la parole du chef de la DGSE se fait rare sur le sujet. Il considère donc que la menace la plus critique des mois à venir est l'éventuelle prolifération atomique en Iran. C'est ce qu'il a dit ce matin depuis l'ambassade du Royaume-Uni à Paris. Ça montre aussi la détermination des Français et plus largement peut-être des Européens à aller plus loin dans la dissuasion pour éviter que les Iraniens n'obtiennent finalement une arme atomique. Oui, et d'ailleurs, on le sait, la France a depuis longtemps, en réalité, une position assez constante et assez dure sur la question nucléaire. Contrairement à d'autres pays, la France est une puissance nucléaire, a donc une expertise nucléaire. Et même pendant les négociations qui ont eu lieu sous la présidence de Barack Obama, la France avait tenu un rôle assez dur face à l'Iran. Et donc, bien évidemment, aujourd'hui, l'inquiétude est grande. Je pense aussi que c'est un espace sur lequel les Européens et les Américains peuvent se retrouver. Parce que nous savons, avec la nouvelle administration qui va rentrer, il y a beaucoup de désaccords, notamment sur l'Ukraine, sur la question des tarifs. Et vous pensez que le retour à la politique de pression maximale par Trump pourrait être accepté par les Européens ? En tout cas, il y a une idée de potentiellement pouvoir négocier là-dessus. Notamment aussi parce que les Européens ont un rôle très important à jouer. Et c'est la question des snapback sanctions que seuls les Européens peuvent déclencher avant le mois d'octobre l'année prochaine et que les Américains, compte tenu du fait qu'ils sont sortis du deal iranien, ne peuvent plus faire. Donc, il y a quand même... C'était une clause d'ailleurs prévue par les Français à l'origine. Exactement. Et donc, il y a effectivement aujourd'hui un espace de coopération. On sait que les Américains et l'administration Trump va avoir une attitude très dure envers les Iraniens. On sait qu'il y a eu plusieurs tentatives de meurtre, donc c'est aussi une histoire très personnelle pour le président. Contre Trump et la quasi-totalité de son administration. Donc c'est aussi une histoire très personnelle. Et donc effectivement, les Européens peuvent jouer un rôle. Par ailleurs, y compris aussi, il y a la partie nucléaire, mais il y a aussi d'autres sanctions, notamment sur le corps des gardiens de la Révolution. Hier encore, le Parlement européen a appelé l'Union européenne de lister de nouveau le corps des gardiens de la Révolution comme une organisation terroriste, ce qui n'a toujours pas eu lieu. Et donc tous ces éléments font que voilà, c'est un espace sur lequel il y a un dialogue possible transatlantique et si les Européens le jouent bien, je pense qu'ils peuvent à la fois exercer une pression très forte sur les Iraniens, mais aussi de se rapprocher sur ce dossier-là, en tout cas avec les Américains. Dans une fenêtre de tir assez courte où on peut mener des négociations pendant 2 ou 3 années. Non, alors sur les sanctions, donc sur les snapbacks, c'est forcément avant le mois d'octobre l'année prochaine. Compte tenu du fait qu'il y a quand même une accélération a priori de côté iranien, je pense que ça va devoir se faire dans les prochains mois, y compris potentiellement avant l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. Poursuivons, Simone, à discuter autour des choix politiques et diplomatiques de la France. Est-ce que vous saluez la décision de la diplomatie française d'accorder une immunité aux responsables israéliens, et notamment à Benyamin Netanyahou, visé par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale ? Alors, premièrement, il y a eu un sujet plus large sur la question de la CPI. Il y a évidemment une instrumentalisation aujourd'hui du droit international, des institutions internationales, et la CPI, malheureusement, n'est pas l'exception. Ce qu'a fait le procureur est en réalité, je pense, un suicide de la CPI. Donc, la décision de la France, comme par ailleurs d'autres pays européens, de voir que cela n'apporte rien, ni sur le plan politique, ni sur le plan du renforcement du droit international et de la juridiction, effectivement, est plutôt à saluer. Malgré l'insistance dans l'autre sens de Josep Borrell. Oui, Josep Borrell qui termine son mandat dans un jour. C'est également pas très étonnant compte tenu de la position de manière générale assez hostile de Josep Borrell envers Israël. Et par ailleurs, quand on regardera son bilan rétrospectivement, je pense qu'il n'est pas
extrêmement positif, ni sur les questions de la relation avec Israël, ni par ailleurs sur la relation avec l'Ukraine. Donc ce qui compte maintenant, c'est la nouvelle qui rentre, Kallas, qui aura, je pense, une position très différente. L'ancienne première ministre estonienne. Effectivement, à la fois sur l'Ukraine, à la fois aussi sur l'Iran, et aussi envers Israël. Mais quoi qu'il en soit, on voit quand même au sein de l'Union européenne qu'il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'attitude commune de comment gérer cette question de la CPI. On a d'un côté des pays comme la Belgique qui ont décidé de prendre une position très dure, y compris par ailleurs les Pays-Bas. De l'autre côté, des pays comme la France, comme aussi l'Allemagne, qui ont une position un peu au milieu. Et de l'autre côté, des pays comme la République tchèque, comme la Hongrie, qui ont très clairement dit que non seulement ils ne vont pas respecter le mandat, mais qui insinuent même la possibilité de pouvoir sortir, ou en tout cas suspendre le financement à la CPI et suspendre leur présence au statut de Rome. Une autre actualité au sein des instances onusiennes vous a interpellé, Simone. Il s'agit du cas d'Alice Wairimu Nderitu. J'espère que je prononce bien. Selon le Wall Street, mieux non plus. Vous me rassurez. Selon le Wall Street Journal, la conseillère spéciale kenyane pour la prévention du génocide ne verra pas son contrat renouvelé. Très précisément, précisons qu'elle avait estimé que la guerre menée par Tsahal dans la bande de Gaza contre le Hamas ne répondait pas aux critères qualifiant un génocide. C'est une faute éliminatoire aujourd'hui dans certains cénacles diplomatiques de tenir de tels propos. Oui, et c'est ça qui est tragique. C'est une très grande experte, c'est quelqu'un que nous, chez AJC, on connaît depuis des années, qui est très précise, qui ne se laisse jamais entraîner dans la politisation des sujets et qui souhaite justement, de manière très précise, appliquer le droit international. Et le fait que sa voix, comme encore une fois, très grande experte, soit écartée, et malheureusement, je pense, le signe d'une maladie de notre époque, d'une presque une folie qui s'est emparée de nos institutions internationales et multilatérales, où en réalité l'idéologie prend le dessus de tout, où la clairvoyance n'est plus acceptée, où les voix dissonantes ne sont plus acceptées. Du côté de l'organisation onusienne, on explique simplement que son contrat a été terminé, qu'il ne faut pas y voir ici une décision politique. Oui, il est évident que c'est une décision politique. Tout est politique dans ces milieux diplomatiques. Tout est politique, bien évidemment. Et quand vous parlez de manière un peu plus claire avec des gens qui se trouvent au sein même de l'ONU et qui regardent de manière très proche l'attitude notamment du secrétaire général et de tout son entourage, c'est extrêmement clair. Et encore une fois, c'est tragique parce que cela affaiblit. Plus que ça, cela, bien évidemment, cause des dommages à Israël, mais en réalité, cela affaiblit très fortement tout ce que nous avons créé, en réalité, après la Deuxième Guerre mondiale, ce système multilatéral, cet ordre mondial qui se tenait à peu près, et les seuls qui doivent aujourd'hui jubiler, c'est Vladimir Poutine, c'est tous les autocrates du monde qui voient en réalité le système qui a été établi et qui les accuse aussi s'effondrer et qui en réalité crée une sorte d'impunité et déstabilisation totale de notre ordre mondial. Terminons avec, une fois n'est pas coutume, la Roumanie, puisque dimanche dernier, à la surprise générale, le candidat d'extrême droite pro-russe, Călin Georgescu, je prononce bien Simone ? Georgescu s'est qualifié au second tour de la présidentielle au détriment du Premier ministre Marcel Ciucălu. Je pense bien. Pas mal. Pas mal. Coup de théâtre hier, puisque la Cour constitutionnelle roumaine a ordonné un recomptage des voix du premier tour. On évoque la campagne en ligne avait été menée plus au-delà du délai autorisé. Qu'est-ce que vous inspire d'abord cette qualification du candidat pro-russe, un peu à la surprise générale, comme je disais ? C'est pas qu'il est uniquement pro-russe, il est conspirationniste, avec des idées légèrement antisémites, avec... Ça veut dire quoi, légèrement antisémite, en cas présent ? Il a justement, dans le passé, fait des déclarations pour
pour féliciter Antonescu dans les dictateurs roumains. Donc c'est extrêmement problématique. On ne l'a pas du tout vu venir. Il était donné dans les sondages à 2-3%. Et cela, je pense, pose plusieurs questions. C'est à la fois ce qu'on a vu déjà dans d'autres pays, ce qu'on a vu en Géorgie, ce qu'on a vu en Moldavie, c'est-à-dire cette déstabilisation qui a lieu notamment a priori par des réseaux pro-Poutine et russes. Donc, d'après ce qu'on comprend, c'est les réseaux sociaux surtout qui ont été utilisés, et notamment TikTok. Il n'a fait quasiment aucune campagne autrement que sur les réseaux sociaux et notamment sur TikTok. Et donc il a davantage visé les jeunes, comme a pu le faire le Rassemblement national pendant les dernières élections. Il va falloir maintenant enquêter, mais j'ai vu notamment les premiers éléments donnés par David Colomb, qui est un grand expert des réseaux sociaux, regarder des chaînes Telegram où en fait des actions ont été menées de manière très coordonnée sur les réseaux sociaux, et notamment, encore une fois, sur TikTok. Peut-être avec l'aide de cercles russes ? Parfaitement possible. Et donc, je pense que c'est ça qui est très important maintenant à regarder, c'est-à-dire la question de l'ingérence étrangère. Qu'est-ce qu'on fait avec ces réseaux sociaux ? Qu'est-ce qu'on fait pour se protéger, notamment sur les réseaux sociaux et par TikTok en particulier, qui est absolument pas régulé, qui appartient au régime chinois. Et la Roumanie, c'est pas un petit pays. C'est un membre éminent de l'Union européenne. Il y a des troupes, y compris françaises, sur place, de l'OTAN. Donc cela aura potentiellement des conséquences très graves. Mais il se trouve aussi que la Roumanie est un allié très fort des États-Unis, est un allié très fort d'Israël aussi, très pro-européen, très assis au sein de l'Union européenne. Donc si on, entre guillemets, perd la Roumanie, comme on a déjà perdu d'autres pays de l'Est, ce qui est aujourd'hui le cas de la Hongrie, qui est clairement pro-Poutine, ce qui est également le cas de la Slovaquie, ce qui est le cas en dehors de l'Union européenne de la Géorgie. Il va falloir commencer à s'armer, pas uniquement d'un point de vue militaire, mais autrement, informationnel. Comment est-ce qu'on fait face, nous, Européens, à cette ingérence étrangère, à ces attaques de l'extérieur qui ont pour objectif de nous déstabiliser très clairement. Recomposition en cours. Merci beaucoup, Simone Rodan Benzaken, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la directrice Europe de l'American Jewish Committee. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.